Du coup, je vais vous présenter un sujet sur l'ALR et la récidive métastatique en chirurgie carcinologique. Alors, quelques petits rappels d'épidémiologie pour commencer. Il faut savoir que l'incidence des cancers en France et partout dans le monde a quasiment doublé sur les 30 dernières années pour être actuellement la deuxième cause de mortalité en Europe après les maladies cardiovasculaires. Les cancers les plus fréquents en Europe, ça va être le cancer de prostate et le cancer de poumon chez l'homme et le cancer du sein et le cancer colorectal chez la femme. Ici, je me concentrerai principalement sur le cancer de prostate, le cancer du sein et le cancer colorectal. Je n'aborderai pas spécifiquement le cas du cancer du poumon. En parallèle de ça, la mortalité spécifique au cancer a diminué de 35% environ sur les 3 dernières décennies grâce aux alternatives thérapeutiques actuelles qui sont en constante progression depuis ces dernières années. Malgré tout, le taux d'incidence spécifique de la récurrence pour chaque cancer a quasiment pas bougé depuis ces dernières années pour atteindre 30% dans le cancer de la prostate, 4 à 20% selon les séries dans le cancer du sein et puis 5% dans le cancer colorectal, ce qui fait que tout cancer confondu, la survie relative à 5 ans est de 55% en moyenne. Quelques petits rappels de physiopathologie. La réponse immunitaire antitumorale, elle est principalement à médiation cellulaire, en impliquant principalement les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules NK, un peu moins les cellules dendritiques et les macrophages, avec comme principaux médiateurs de l'inflammation des cytokines pro-TH1. Juste pour rappel, le cytokine TH1, c'est plutôt la médiation cellulaire, TH2, ça va être l'immunité humorale. Là, en l'occurrence, pour la réponse immunitaire antitumorale, ça va être une immunité à médiation cellulaire, donc plutôt TH1. Ces cytokines-là, ça va être l'IL-2, l'IL-12, l'interféron gamma et le TNF-alpha qui vont avoir pour rôle d'augmenter l'activité cytotoxique des lymphocytes T et des cellules NK. L'immunité humorale, donc les lymphocytes TH2, est beaucoup moins impliquée dans la réponse immunitaire antitumorale. De manière un peu paradoxale en périopératoire et en péropératoire, en fait, ça va être un moment assez à risque de progression tumorale et métastatique par le biais de différents mécanismes. Le premier mécanisme, ça va être qu'au moment de la chirurgie, au moment de l'incision, on va avoir une libération en fait, des facteurs de croissance cellulaire tumorale dans la circulation systémique qui vont avoir pour effet secondaire une progression tumorale à la fois locale et à distance en embolisant en fait, des micrométastases dans la circulation générale. Le deuxième élément, c'est qu'on va avoir une angiogénèse qui va être augmentée par une augmentation des molécules pro-angiogéniques comme le VEGF et par une diminution des molécules anti-angiogéniques, l'endostatine et l'angiotensine principalement. Le troisième élément, c'est que le périopératoire et le péropératoire, c'est une période de stress durant laquelle on va avoir une stimulation bêta-adrénergique et une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui va faire qu'on va avoir une hypersécrétion des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Ces hormones de stress, elles vont avoir pour effet une immunomodulation, une immunodépression en déséquilibrant la balance TH1-TH2. Donc elles vont diminuer la sécrétion des cytokines pro-TH1, encore une fois l'IL-2, l'IL-12, le TNF-alpha et l'interféron gamma, et qu'elles vont augmenter les cytokines pro-TH2, l'IL-10 principalement. Ça va avoir pour effet de diminuer le nombre et aussi la cytotoxicité des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules NK. Or, on a dit que c'était les deux principaux protagonistes de la réponse immunitaire antitumorale. Pour récapituler, en périopératoire, en péropératoire, on va avoir une production des hormones de stress qui va être augmentée, une dépression immunitaire antitumorale, une angiogénèse qui va être augmentée également, tout ça aboutissant à une embolisation de micrométastases dans la circulation systémique. Il ne faut pas oublier que prendre un peu de recul et de penser qu'en périopératoire et en péropératoire, il y a une multitude de facteurs confondants qui vont être surajoutés, notamment la douleur, dont on va reparler juste après, mais aussi l'anémie, la transfusion, l'hypotension, l'hypothermie et l'hyperglycémie qui vont avoir aussi un rôle et des conséquences sur l'immunité antitumorale. On peut aussi se poser la question de l'effet des agents anesthésiques. On va parler très brièvement des hypnotiques et des morphiniques, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est le rôle de l'ALR sur la réponse immunitaire antitumorale et sur la récidive métastatique dans les chirurgies carcinologiques.
Un petit mot rapide du coup sur la douleur et sur les agents anesthésiques. La douleur aiguë, c'est donc une situation de stress durant laquelle on va avoir une hyperstimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire et une hyperstimulation du système sympathique. Par ce biais-là, on va avoir une suppression de l'activité cytotoxique des cellules NK et des lymphocytes cytotoxiques, ce qui va favoriser le développement de métastases, et on va revoir les papiers qui parlent de ça juste après. Et à l'inverse, le traitement de la douleur diminuerait le risque métastatique. Ça, encore une fois, on va en reparler juste après. En se disant du coup que le traitement de la douleur diminuerait le risque métastatique, on peut se demander quelle est l'influence de la morphine et des opiacés sur la récidive métastatique. Et en fait, de manière un peu paradoxale, encore une fois, il a été montré que la morphine serait plutôt délétère sur ce risque-là, puisqu'elle serait pro-angiogénique et qu'elle diminuerait l'activité des cellules NK. Pareil pour la kétamine, qui aurait des propriétés cette fois-ci stimulantes adrénergiques et qui diminuerait l'activité des cellules NK et du coup augmenterait le risque métastatique. Un petit mot très rapide sur les hypnotiques qui globalement ont montré aussi une diminution des fonctions immunitaires et un effet délétère sur la récidive métastatique, principalement les agents inhalés et le thiopental. Les agents inhalés qui ont été le plus étudiés, c'est le desflurane et le sévoflurane, pardon. Et finalement, la molécule qui est la plus neutre sur le système immunitaire et sur le risque de récidive métastatique, c'est le propofol, qui a montré ni un effet bénéfique ni un effet délétère sur ce risque-là. Alors on va se concentrer du coup un peu plus sur l'ALR et sur le rationnel derrière ça, cette problématique-là. Et pour ça, je me permets de vous soumettre un petit QCM sur le rationnel de l'utilisation d'une ALR dans la chirurgie carcinologique. Alors, je pense qu'on va faire ça à main levée en répondant au vrai ou au faux. Alors, est-ce que l'utilisation de l'ALR diminuerait les besoins en agents anesthésiques et en opiacés? S'il y en a qui pensent que c'est vrai. Et ça augmenterait la réponse au stress, qui pensent que c'est vrai. Ok, ça diminuerait la douleur post-opératoire. Ça n'aurait pas d'effet immunodépresseur. Et ça augmenterait le risque de survenue de métastases liées au opératoire. Alors effectivement, l'ALR diminue les besoins en agents anesthésiques et en opiacés de manière assez intuitive. En fait, ça diminue la réponse au stress en diminuant la douleur post-opératoire. Ça n'aurait pas d'effet immunodépresseur, on va y revenir après. Et finalement, en fait, ça aurait tendance à plutôt diminuer le risque de survenue de métastases liées au opératoire. Je vais vous présenter quelques études expérimentales d'abord. Une première étude parue en 2001 où en fait, ils faisaient des laparotomies sur des rats qui étaient sous anesthésie générale paralotane. En même temps que l'anesthésie et que la chirurgie, ils injectaient par voie intraveineuse des cellules tumorales qui avaient une appétence particulière pour le tissu pulmonaire, et puis ils regardaient le pourcentage de rétention de cellules métastatiques dans les poumons. Il y avait plusieurs groupes. Alors en blanc, les deux groupes en blanc sur ce diagramme-là, c'est les groupes contrôle. Le groupe C, où en fait ils faisaient strictement rien d'autre aux souris, elles étaient en arcage et juste ils leur injectaient des cellules tumorales en IV. Et le groupe A juste à côté, où c'était le deuxième groupe contrôle, où cette fois-ci ils faisaient juste une anesthésie générale en plus de l'injection intraveineuse des cellules tumorales, et ils faisaient pas de chirurgie. Les trois groupes à côté, c'est les groupes qui sont étudiés. Le premier groupe, un groupe où ils faisaient juste une anesthésie générale au moment de la chirurgie. On voit que c'est le groupe où il y a le plus de rétention de cellules métastatiques pulmonaires. Le deuxième groupe où ils faisaient de la morphine par voie systémique en plus de l'anesthésie générale. Et on voit que le pourcentage de rétention cellulaire métastatique était un petit peu diminué. Le troisième groupe, le groupe où ils faisaient l'arachide plus l'AG, et on voit que c'est le groupe où on avait le moins de rétention cellulaire métastatique pulmonaire. Tous les résultats dans cette étude étaient significatifs. Une deuxième étude où ils faisaient à peu près la même expérience, des souris avec une laparotomie, trois groupes, un groupe contrôle, un groupe où ils faisaient une AG seule, un groupe où ils faisaient une AG et une rachie, et cette fois-ci ils injectaient en IV des cellules tumorales qui avaient une appétence spécifique du tissu hépatique.
Et en fait, ils faisaient une hépatectomie à distance de la chirurgie et ils comptaient le nombre de métastases hépatiques à la surface du foie et ils faisaient un pourcentage en fonction de ça. Et ce qu'on voyait, c'est que dans le groupe où les souris étaient seulement sous anesthésie générale, le nombre de métastases hépatiques était augmenté, 34% versus 15% dans le groupe contrôle. Par contre, quand on faisait une rachianesthésie en plus de l'AG, le nombre de métastases hépatiques était diminué, 20%. On voit que ce nombre se rapproche beaucoup plus de celui du groupe contrôle que de celui du groupe AG seul. Dans cette étude, ils étudiaient aussi l'activité cytotoxique des lymphocytes T et des cellules NK. Un diagramme qui vous montre le pourcentage de cytotoxicité dans les différents groupes. Le groupe contrôle qui est la courbe tout en haut. Le groupe où les souris subissaient la chirurgie seulement sous AG. Et on voit que c'était dans ce groupe-là que la cytotoxicité était la moins importante. Et le deuxième groupe, qui était le groupe AG plus Rachi, où on voit que, alors on n'atteint pas non plus la courbe contrôle, mais l'activité cytotoxique était quand même largement préservée par rapport au groupe où les souris étaient seulement sous AG. Une dernière étude, une étude prospective en 2012 qui s'intéresse au cancer de l'ovaire chez des patientes qui subissaient une ovariectomie et qui étaient randomisées dans deux groupes, soit elles recevaient une AG seule, soit une AG plus une péri thoracique. Et ils étudiaient l'effet de la péri sur la cytotoxicité des cellules NK et sur la réponse cytokinique. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe où les patientes avaient une péridurale, la cytotoxicité des cellules NK était augmentée. Les cytokines pro-tumorigéniques étaient diminuées, donc IL-8 et IL-1β, et les cytokines anti-tumorigéniques étaient augmentées, l'IL-10 et l'interféron gamma principalement. Il y a d'autres papiers qui font globalement la même chose, qui retrouvent des résultats similaires, je ne vais pas les détailler ici, mais on avait des résultats similaires pour le cancer du côlon, le cancer de l'estomac et les cancers ORL. Alors, est-ce qu'on a des données cliniques sur le sujet? La réponse est oui, c'est principalement des essais rétrospectifs. Le premier dont je vais vous parler, c'est une étude qui s'intéresse au bloc paravertébral dans le cancer du sein, qui est parue en 2006, une analyse rétrospective avec un suivi sur 36 mois, des patientes qui avaient une mastectomie, plus ou moins un curage axillaire pour un cancer du sein. Leur critère de jugement principal, c'était l'incidence d'une récidive carcinologique ou la survenue de métastases. Et il y avait deux groupes dans cette étude. Un groupe où les patientes étaient sous AG seule avec une PSA de morphine en post-opératoire. Un groupe où elles avaient une AG et un bloc paravertébral. Il est celle qui était en place pendant 48 heures environ. Sur le critère de jugement principal, qui était la survie sans récurrence à 24 mois et à 36 mois, on voit que dans le groupe où les patientes avaient un bloc paravertébral, la courbe du haut, la survie sans récidive était en tout cas un peu augmentée par rapport au groupe qui était sous AG seul, 94% versus 77%, et les résultats étaient significatifs. Un deuxième papier qui s'intéresse au cancer du côlon et à la péridurale thoracique, un essai encore une fois rétrospectif, 177 patients, un suivi sur plusieurs années. Les cancers du côlon étaient soit métastatiques, soit non métastatiques, et encore une fois deux groupes, soit l'AG toute seule, soit AG plus péridurale thoracique, en niveau T6 avec de la bupivacaïne. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils faisaient la différence selon que le cancer du côlon était initialement métastatique ou non métastatique, puisqu'on voit que dans le groupe de patients où les cancers n'étaient pas métastatiques d'emblée, les deux entourés en bleu juste au-dessus, on avait moins de récurrences secondaires avant 18 mois de manière significative. Par contre, après 18 mois, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, quand les cancers étaient d'emblée métastatiques, en vert juste en dessous, les courbes de survie étaient globalement superposables jusqu'à 1 an. Après 1 an, les courbes se séparaient, mais ces différences n'étaient pas significatives. Assez intéressant quand même, je trouve, de faire la différence entre non métastatique et métastatique. Par contre, c'est le seul papier que j'ai trouvé qui faisait la différence entre les deux, alors que bon, je trouve que c'est assez intéressant quand même. La dernière étude que je vais vous présenter, une étude qui s'intéresse au cancer de prostate et à la péridurale thoracique. Encore une fois, un essai rétrospectif, 225 patients qui étaient suivis sur plusieurs années. Des cancers de prostate quand même assez avancés, puisqu'on leur faisait des prostatectomies radicales, deux groupes AG plus PSA de morphine ou AG plus péridurale, et leur critère de jugement principal, c'était l'incidence de la récidive biochimique avec une augmentation du taux de PSA par rapport au nadir de PSA en post-opératoire immédiat juste après la prostatectomie.
Ce qu'on voit ici, encore une fois, c'est que dans le groupe qui avait reçu une péridurale, on avait beaucoup moins de récurrence, une survie sans récurrence qui était augmentée par rapport au groupe qui était sous âge et seul. Et on voit quand même que la différence est assez impressionnante dans cette étude, 57% moins de récurrence dans le groupe qui reçoit une péri par rapport au groupe qui reçoit une AG. C'est un peu plus spectaculaire que dans les autres études, c'est celle qui montre le plus d'écart entre les deux groupes. Donc des résultats entre les études expérimentales et les études cliniques qui vont dans le même sens, mais des essais qui restent de faible niveau de preuve et des papiers quand même assez anciens. Alors il y a des essais un peu plus récents, mais qui sont globalement, comme on peut le voir, un peu décevants quand même. Beaucoup de méta-analyses, 5-6 méta-analyses qui incluent une quinzaine d'études, des études rétrospectives pour la plupart, une quinzaine d'études rétrospectives, dont les 3 dont je vous ai parlé juste avant, qui retrouveraient toutes les méta-analyses, finalement pas de différence significative entre AG et ALR. Mais toutes ces méta-analyses, elles ont plusieurs limites en commun, qui sont qu'elles incluent tout type de cancer, différents types d'ALR, que ce soit des péris, des rachis, des blocs ou autres, des cancers à tous les stades et des cancers métastatiques ou non métastatiques. Or, on a vu que ce serait quand même intéressant de faire la différence entre les deux. Je vais vous présenter ensuite une étude un peu plus récente qui date de 2011, qui en fait, dont les données sont extraites d'un autre essai qui était un essai prospectif randomisé qui s'intéressait à l'AG versus la péri sur la mortalité et les complications post-opératoires majeures en chirurgie abdominale. De cette étude, ils ont extrait 503 patients qui bénéficient d'une chirurgie abdominale carcinologique. En l'occurrence, là, c'était des œsophagectomies, des pancréatectomies, des colectomies, des gastrectomies, etc. Il y avait deux groupes, un groupe où ils recevaient une AG plus une analgésie multimodale et un groupe où ils recevaient une AG plus une péridurale thoracique. Et la critère de jugement principal, c'était la survie sans récidive à 15 ans. Ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est qu'ils ne retrouvaient pas de différence significative entre les deux groupes, avec un hasard ratio à 0,95 et c'était pas significatif. Et puis finalement, il a fallu attendre 2019, cet essai qui a été publié dans le Lancet, pour avoir le premier essai prospectif randomisé multicentrique un peu plus solide qui avait été mené dans 13 hôpitaux à l'international. Ils avaient randomisé 2132 patients de moins de 85 ans avec cancer du sein incurable et qui devaient avoir une mastectomie. Leur critère de jugement principal, c'était la récurrence locale ou métastatique, et les patientes étaient randomisées dans deux groupes. Un groupe où elles étaient sous-âgées au sévoflurane et le traitement de la douleur était réalisé par des opiacés, et un groupe où elles avaient une AG par propofol et un bloc paravertébral. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je trouve que les deux groupes sont assez bien faits parce qu'on avait vu au début que les molécules qui étaient les plus délétères sur la récidive métastatique, c'était justement les agents inhalés et les opiacés. Et la molécule qui était la plus neutre, c'était le propofol qu'ils ont mis dans le groupe où ils étudiaient le bloc paravertébral. Donc je trouve que c'est quand même assez bien fait. Et en fait, ce papier-là, il retrouve non plus pas de différence significative sur la récidive, avec 10% de récidive dans chaque groupe, et des résultats qui n'étaient pas significatifs. Je vous présente une toute dernière étude, c'est l'étude la plus récente sur la question qui date de 2021, une étude ancillaire d'une étude chinoise où ils faisaient un suivi en 5 ans en chirurgie majeure non cardiothoracique. Pareil pour les patients étaient globalement superposables à l'avant-dernière étude qu'on avait vue, donc c'était la chirurgie principalement abdominale. Ils étaient randomisés en deux groupes, AG ou AG plus ALR. Leur critère de jugement, c'était la récidive et la survie d'une métastase. Ils ne retrouvaient pas de différence significative sur la survie à long terme. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est surtout les critères de jugement secondaires, qui étaient l'évaluation cognitive et la qualité de vie à 3 ans. Et alors, ils ne retrouvaient pas de différence significative sur le plan cognitif à 3 ans, mais les patients avaient quand même des scores de qualité de vie physique et psychologique qui étaient plus élevés dans le groupe AG plus ALR et un taux de délirium au cours des 7 premiers jours qui était inférieur dans le groupe où les patients recevaient une ALR. Des résultats qui sont quand même intéressants. Pour conclure, on a vu que l'utilité de l'ALR dans la prévention de la récidive métastatique, elle faisait encore débat et elle restait encore à prouver. On a un rationnel physiopathologique qui est quand même assez solide par le biais de l'immunomodulation et de l'absence d'immunodépression, ou en tout cas la diminution de l'immunodépression qui est liée au péropératoire et à la chirurgie. On a principalement des essais qui sont expérimentaux et des essais rétrospectifs qui montrent qu'il y aurait
une diminution de l'incidence de la récidive métastatique, mais les essais prospectifs bien menés sont assez peu nombreux et pour l'instant non significatifs, peut-être encore insuffisants pour conclure. Mais on peut penser quand même que l'ALR aurait un réel intérêt en termes de qualité de vie et de réhabilitation post-opératoire et que finalement ça serait un argument suffisant à lui seul pour utiliser l'ALR en chirurgie carcinologique.